à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH et emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui, dans son job, on parle de la cybersécurité, mythes et réalités de ce secteur qui peine à recruter. On fera le point dans quelques instants avec Dorothée Decropp, déléguée générale d'Exatrust. Smart Philo, le savoir-être en entreprise. Alors c'est un mot un peu valise, mais qu'est-ce que cache réellement ce concept? On en parlera avec Thibaut Brière, il est conseiller en management et expert des nouvelles formes de travail. Et puis dans le cercle RH, notre débat quotidien, sujet d'actualité, la pénurie de saisonniers. Que se passe-t-il dans la viticulture, l'arboriculture, les cafés-restaurants? Il y a près de 400 000 postes à pourvoir et eh bien, ils ne trouvent pas de saisonniers. On fera le point avec nos experts. Comment redynamiser ce secteur? On tentera de répondre à cette question dans le cercle RH. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. L'industrie pharmaceutique recrute. Christophe Durand, président de Cenexi, sera notre invité et son entreprise, justement, recrute. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la cybersécurité. C'est un sujet évidemment majeur, cette cybersécurité, parce que quand on voit le nombre d'attaques cyber sur des institutions ou sur vous particuliers ou sur des entreprises, on se dit qu'il y a quand même de très forts besoins. On en parle avec Dorothée Decropp. Bonjour Dorothée. Bonjour. Merci d'être avec nous. Déléguée générale d'Exatrust. D'abord, quelques mots sur Exatrust, parce que ce n'est pas une entreprise, c'est un groupement d'entreprises. Hein. C'est ça, c'est une association qui regroupe les PME, les startups et les ETI de la cybersécurité et du cloud de confiance. On représente aujourd'hui plus de 80 entreprises et environ 15% du marché. Ces entreprises, collectivement, font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et j'imagine, pour faire un petit peu de benchmark et de marché, ça progresse de mois en mois, puisqu'il y a une demande très forte sur la cyber. Absolument. Aujourd'hui, on accueille des entreprises qui se sont créées dès 2020 et tous les ans, de nouvelles entreprises arrivent sur le marché avec des nouvelles technos, des nouvelles idées et le marché devient également de plus en plus mature. Alors, en février, le 18 février 2021, le président Macron avait indiqué et souhaitait que la France devienne une terre cyber. Est-ce qu'on est capable de répondre à cette ambition présidentielle? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme beaucoup de secteurs, c'est difficile de recruter. Alors oui, c'est difficile de recruter, mais à la fois, on a toutes les entreprises pour faire de la France une terre cyber. On a les technologies, on a des savoir-faire. Effectivement, aujourd'hui, il faut recruter, il faut pouvoir recruter des profils tech. Et là, il faut réellement faire de la formation une cause nationale pour avoir toutes ces compétences recrutables finalement dans nos entreprises, qu'elles ne soient pas simplement aspirées vers des entreprises à l'étranger. Et puis, il faut aussi accompagner ces entreprises sur le recrutement de nouveaux profils, puisque ce sont des entreprises qui peuvent doubler leurs effectifs en 1 an. Il faut des RH, il faut des gens en marketing, il faut des gens à la vente, il faut des juristes en droit de l'informatique, il faut des connaissances en RGPD. Bref, il faut tout un tas de compétences de services généraux pour obtenir finalement, accompagner ce développement et faire de ces entreprises des championnes européennes. Dorothée, ce que vous dites est intéressant. On va revenir évidemment sur les postes d'ingénieur informatique parce que je dirais que c'est le cœur du métier. Mais ce que vous nous dites là, c'est que pour ceux qui nous regardent, il y a beaucoup d'autres postes à pourvoir au sein de ces sociétés. Il n'y a pas que de l'informatique et de la data. C'est ça. Effectivement, il y a effectivement de l'informatique et de la data et toutes les filières numériques ont ce même problème. Et l'idée, ça sera réellement de former suffisamment de personnes pour ne pas arriver à l'extrémité de se chasser finalement les uns les autres. Et hormis ces profils beaucoup plus ingénieurs, il y a tous ces métiers, que ce soit beaucoup de communication, puisqu'il faut évangéliser finalement la cybersécurité au sein des entreprises. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Exactement, il y a de la pédagogie vers l'extérieur, il y a de la pédagogie en interne, il y a des entreprises qui grossissent rapidement, donc il faut accompagner des process RH, il faut accompagner de la documentation et en fait, aujourd'hui, la filière recrute tout un tas de profils, des sciences sociales jusqu'au marketing, commercial et divers profils. En fait, chaque personne qui s'intéresse à la cybersécurité peut trouver aujourd'hui un poste dans la cybersécurité. Avant de détailler les postes, parce que c'est intéressant aussi de savoir éventuellement les besoins auxquels vous répondez, chiffre APEC, il y avait 1440 postes d'ingénieurs sécurité informatique, c'était 2021, et ça a encore progressé de plus 59%. Du nombre de postes, donc on est à près de 2000 postes à pourvoir. Comment elles font les entreprises d'Exatrust, ce groupement, cette association,
Qu'est-ce qu'elles inventent pour aller chercher? Alors vous disiez tout à l'heure, on se chasse entre nous. Donc j'imagine qu'entre elles, dans Exatrust, elles ne se chassent pas. Elles font attention quand même. Exactement. Elles ne se volent pas leurs ingénieurs. Il y a effectivement un modus operandi de ne pas se chasser en interne. Néanmoins, c'est parfois difficile. Et puis, il faut aussi accompagner la volonté de certains salariés d'évoluer au sein de différentes structures. On a des PME. Il faut créer des parcours finalement de carrière à l'intérieur d'Exatrust pour répondre à cette demande, et ce qui permet également de rendre les solutions interopérables entre eux. Finalement, ça permet une dimension d'intelligence collective. Néanmoins, le vrai sujet est d'aller renforcer les équipes, de les doubler, puisque l'objectif du président de la République, c'est de doubler les équipes à échéance 2025. Donc là, il n'y a pas d'autre choix. On y est ou pas là? Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il faut former en formation initiale, il faut former en formation continue, il faut accompagner les reconversions, il faut centraliser et flécher tous les moyens d'intégrer de la cybersécurité dans son environnement. Et il y a également ce même dispositif à créer pour toutes les entreprises qui aujourd'hui n'ont pas d'interlocuteur interne en matière de cybersécurité, que ce soit des TPE, PME, et qui n'ont pas forcément ni les moyens ni la compétence pour gérer cette cybersécurité chez eux, et peut-être aller vers des postes de RSSI partagés ou différents niveaux d'accompagnement. Mise en partage d'une entreprise qui... Par exemple... Parce que là, pour l'instant, il y a tout à faire. Enfin, je parle de PME, de TPE, même les chefs d'entreprise, quand vous leur parlez, ils vous disent, j'ai pas le temps, et surtout, j'y comprends rien. C'est ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que finalement, la cybersécurité, c'est pas juste la sécurisation des systèmes d'information. C'est au cœur de la gouvernance des entreprises. C'est de la responsabilité du chef d'entreprise. Une fois que vous êtes attaqué, ça touche tout le monde dans une boîte. Ça touche les RH qui doivent gérer les équipes qui sont bloquées. Bien sûr. Ça touche le juridique, notamment sur la gestion des plaintes. Ça touche les équipes commerciales qui parfois soit se sont fait voler leurs fichiers clients, soit ont tous leurs données complètement cryptées. Ou ça bloque les productions aussi. Ça bloque la poursuite d'activité, évidemment. Et puis, sur des grosses sociétés, ça peut bloquer ou en tout cas altérer l'image de marque d'une entreprise. Donc, en fait, c'est réellement une décision qui doit être mise au COMEX et une acculturation qui doit aujourd'hui être disséminée à l'ensemble des personnes qui sont en responsabilité dans une entreprise. Et est-ce que de votre côté, vous, délégué général d'Exatrust, qui est finalement une forme de prise de parole collective, vous dites qu'il faut en faire une grande cause nationale, il faut mettre sur la table, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été attaquées. Parfois, on découvre dans la presse qu'un hôpital, qu'un site... En général, on reste très discret lorsque les entreprises ont été attaquées, et même lorsqu'elles ont payé la rançon, tout le monde se tait. Est-ce qu'on doit repenser aussi la communication autour de ça? Une forme de honte, on n'ose pas le dire. Il y a deux écoles aujourd'hui. Il y a ceux qui le disent ouvertement pour évangéliser, on le voit dans certains groupes hospitaliers. Nous, chez Exatrust, pour accompagner finalement les parcours de cybersécurité qui ont été mis en place par l'État à destination des collectivités territoriales, des établissements de santé, des organismes à destination des citoyens, on a créé, et ça sera délivré la semaine prochaine au FIC, une brochure capacitaire à destination de tous ces organismes pour les aider à trouver les bonnes solutions pour les accompagner sur leur vulnérabilité une fois qu'elles ont été identifiées dans ces parcours. En termes d'emploi, on comprend qu'il y a un champ des possibles qui est incroyable, mais en termes de business et de marché, là, qui est lié évidemment aux emplois, ça dit quoi? Combien d'entreprises aujourd'hui sont vraiment prises en main par des structures de cyber et combien restent à conquérir ou à accompagner? Alors, on va dire que dans les grands groupes du GAC 40, les sujets sont posés. Ouais. Certains mériteraient d'être un peu mieux accompagnés, ou en tout cas, après vient une autre question au-delà de la sécurité des systèmes d'information, certains choix politiques et stratégiques. C'est ça. Qui relèvent après plus des questions d'intelligence économique qui sont un sujet lié finalement à la cybersécurité. Et à notre souveraineté. Et exactement. Sur les questions dites de souveraineté, de stockage de données, de protection des données dites sensibles à l'intérieur des structures. Et aujourd'hui, qualifier une donnée sensible ou pas est aujourd'hui l'enjeu de demain en matière de tech au niveau européen. Pour mémoire, 92% des données créées en Europe sont stockées aux États-Unis. Ça pose question. Après, on a une réponse ou pas, mais néanmoins, lorsqu'aujourd'hui on annonce un ministre qui est également en charge de la souveraineté numérique, Bruno Le Maire. On peut imaginer que ce débat, en tout cas, va être réellement posé et qu'il va falloir trouver des pistes très pratico-pratiques pour en faire une réalité. Donc Dorothée De Cropp, derrière les mots, derrière ce titre ministériel, parce qu'il a été apposé depuis maintenant quelques jours au titre de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ça veut dire que derrière les mots, il va falloir aussi créer des emplois, des structures, construire pour accueillir ces données. Enfin, il faut être très concret.
Oui, oui, tout à fait. On a les capacités de les accueillir ou il faut d'abord recréer le réseau Non, on a des belles entreprises en France. On a des entreprises qui sont prêtes, qui ont peut-être pour certaines besoin d'être encouragées par nos gouvernements pour, comment dire, pour renforcer et multiplier finalement leurs offres. Mais les savoir-faire sont là, qu'ils soient français ou européens. Enfin, là, il faut jouer la carte européenne, très clairement. Mais à la fois, la France aura un pouvoir du numérique industriel fort en Europe si déjà elle joue sa carte en France. Numérique industriel, cybersécurité, c'est la même chose, c'est des homonymes, ça se chevauche, il y a des... En fait, ça se chevauche, c'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de projet IT, de projet informatique sans la cybersécurité. C'est comme si je vous demandais de monter dans une voiture sans la ceinture, sans frein, sans airbag et sans ceinture. Ça, vous ne monteriez pas dedans. C'est une image intéressante, ça. Et donc, en fait, tout projet de transformation numérique, tout projet IT doit être accompagné d'un budget cybersécurité. Pour illustration, en France, le budget cybersécurité pour chaque projet, c'est environ 3 à 5%. Aux États-Unis, c'est 15%. En Israël, c'est 22%. Donc, en fait, il n'y a pas de docteur. Il faut investir. Après, on peut faire différents choix idéologiques ou stratégiques, mais déjà, il faut commencer à se protéger. Et mettre les moyens sur la table. Juste un mot pour les emplois à trouver qui sont hors ingénieur informatique ou ingénieur numérique. On va sur le site Exatrust. Comment on fait là pour, vous avez un onglet nous lancerons un job board au deuxième semestre. Pour rassembler toutes les offres Exatrust, puisque là, on a fait une expérimentation. Ça, c'est intéressant. Et oui, absolument. On accompagne, nous, le développement des entreprises. On essaye de leur faciliter la vie. On a fait une opération au mois de mars où on a proposé à nos membres de publier leurs offres. Ah oui. En fait, en 2 jours et avec 15 retours, j'avais déjà plus de 70 offres à proposer. Donc aujourd'hui, j'ai 80 membres. Vous imaginez qu'en très peu de temps, je peux avoir 200, 300 offres à pourvoir. Second semestre, ça veut dire septembre, ça veut dire juillet. Oui, septembre. Septembre, on aura un site, sur le site, un onglet recrutement sur l'ensemble des sociétés de l'association Exatrust. Et d'ailleurs, on va vouloir le lancer lors de nos universités d'été de la cybersécurité portées par Exatrust qui auront lieu le 6 septembre. 6 septembre, peut-être qu'on viendrait nous en reparler avant ou après. C'est toujours intéressant de reparler de cette question de la cyber et de faire de la pédagogie. Merci Dorothée Decropp d'être venue nous rendre visite. Avec grand plaisir. Déléguée générale Exatrust, 80 entreprises, ETI et grandes entreprises de la cybersécurité au sein de ce groupement innovant. On tourne une page, on va faire un peu de philo, mais parfois la philo s'intéresse aux mathématiques, les deux se lient. On va parler du savoir-être, on en parle avec Thibaut Brière. C'est tout de suite et c'est Smart Philo. Smart Philo, et on parle d'un concept qui touche à la philosophie, le savoir-être en entreprise. Voilà, alors on l'appelle aussi les soft skills, ça peut être aussi, ça peut embrasser les soft skills, et on en parle avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Bien ? Ma foi, plutôt bien. Plutôt bien. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et puis auteur de Toxic Management, sorti chez Robert Laffont il y a quelques mois maintenant. On parle avec vous justement de l'être, de la raison d'être. Alors ça, c'est pas sur l'être humain, mais c'est la structure de l'entreprise et le savoir-être. Qu'est-ce que tout cela signifie de mettre le mot « être » partout ? Mettre le mot « être », à mon avis, ça signifie que les entreprises aujourd'hui se reposent un certain nombre de questions fondamentales, que la métaphysique, justement, cette dimension trop souvent oubliée, en fait, revient, qu'on le veuille ou non. Et alors c'est vraiment étonnant, cette notion notamment de savoir-être, Arnaud, parce que c'est typiquement le type de sujet qu'un agrégatif en philosophie pourrait avoir à l'agrégation. Est-ce que l'être peut faire l'objet d'un savoir ? C'est vrai que c'est en entreprise. Oxymore. Pour rentrer un peu dans parce que vous êtes parfois critique, vous tordez le cou parfois à des concepts comme on nous vend, comme ça, qui sont un peu marketing finalement. De quoi on parle exactement quand on évoque le savoir-être ? Alors aujourd'hui, Arnaud, j'ai décidé d'être résolument constructif. Sage aujourd'hui. Aujourd'hui, si possible, comme les philosophes, un petit peu sage. En tout cas, d'essayer. Et ce que l'on entend alors par savoir-être, eh bien, il n'aura échappé à personne que c'est avant tout des qualités personnelles et des qualités relationnelles que les entreprises s'efforcent de promouvoir, de développer chez leurs collaborateurs. Et ce qui m'a interpellé en tant que philosophe en culotte courte, s'efforçant de conseiller en management, c'est que la notion même de savoir-être telle qu'elle est utilisée en entreprise signifie en fait l'exact contraire de ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'on parle de savoir-être alors même qu'en fait, il s'agit d'un savoir-paraître
en entreprise. Ça, c'est intéressant. D'un savoir. C'est pas être soi-même, c'est se draper des vêtements ou des peintures de guerre de l'entreprise. Ça veut dire, effectivement, se comporter d'une certaine manière. On ne vous demande pas de l'être modeste, de l'être rigoureux, de l'être poli avec les clients. On vous demande à minima de le paraître. Et donc, l'être est bien distinct du paraître, et pourtant, on va parler de savoir-être. Et deuxièmement, Arnaud, deuxième objet d'interrogation, le savoir-être, en fait, il s'agit d'un savoir-faire. D'habitude, on oppose les savoir-être au savoir-faire, et en fait, il s'agit d'un savoir-faire, à savoir d'un savoir-faire d'ordre comportemental. On vous demande de vous comporter d'une manière corporate, d'une manière socialement acceptable. Alors, vous avez démarré en disant que vous n'alliez pas être trop critique, mais quand même, on voit sous ce que vous nous dites une forme de mystification. De mystification, c'est peut-être un peu fort, beaucoup dire, peut-être un peu fort, mais en tout cas, il peut y avoir cette mystification. En tout cas, c'est l'une des dérives possibles du concept un petit peu fourre-tout, il faut bien le reconnaître, de savoir-être. En revanche, on peut également en faire une lecture extrêmement positive. Et on va en parler justement. Comment justement les entreprises s'y prennent-elles pour, je dirais, modifier la manière d'être? Alors on ne parle pas du savoir-être, là, on parle de la manière d'être de leurs salariés. Alors essentiellement par le biais de formation, par le biais de coaching qui sont offerts à leurs collaborateurs et en mettant à jour leur philosophie d'entreprise, comme elles l'appellent. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles l'ont mis à jour, et bien ensuite elles essayent de l'incarner chez leur sujet particulier. Et donc ça, c'est la première chose. Et c'est quoi? On malaxe le salarié? On le transforme? C'est quoi? Il y a une forme de pâte à modeler comme ça si je veux prendre une image, évidemment. Pâte à modeler peut-être chez certaines. En tout cas, il me semble légitime de chercher à développer un certain nombre de qualités chez les collaborateurs. Développer des qualités, c'est absolument fondamental pour le business. Et une fois que les qualités sont véritablement acquises par le salarié, alors on parle de vertu. Et je crois qu'il faut, au sujet du savoir-être, justement réhabiliter ce terme ancien de vertu. La vertu, chez Aristote, c'est précisément des qualités que vous avez tellement intégrées, qui sont tellement ancrées en vous, et comme on y vise avec le savoir-être, qui sont tellement ancrées qu'elles vous deviennent comme une seconde nature. Vous produisez spontanément des actes bons ou des actes corporate, comme les abeilles produisent du miel, sans même avoir à y réfléchir, sans que ça ne vous demande plus de travail. Donc on est quand même sur une manière d'être ou un savoir-être qui prolonge la question précédente, corporate. Enfin, je veux dire, on ne demande pas à la personne d'être philosophe authentique, d'être elle-même. On lui demande d'être corporate. Eh bien, on va essayer d'être corporate, donc au début de mimer un comportement corporate, mais petit à petit, c'est autre chose, un autre point que souligne Aristote. Il dit que vous êtes ce que vous faites constamment, ce que vous faites régulièrement. C'est-à-dire qu'à force de mimer un certain nombre de comportements corporate, eh bien, ça finit par vous transformer vous-même, par vous changer. Et c'est bien ce qui est attendu par les entreprises. Et en effet, vous avez raison de le souligner, Arnaud, c'est quelque chose de nouveau. Avant, les entreprises se contentaient tout simplement d'un comportement socialement acceptable pour elles. Aujourd'hui, c'est nouveau, elles visent à modifier l'être des salariés, d'une part en modifiant leurs croyances personnelles. Ça, c'est ce qu'elles se disent. Ce qu'elles se disent, c'est assez logique, hein, et on l'a tous entendu en entreprise, c'est que pour modifier votre comportement en profondeur, eh bien, il faut modifier vos croyances sous-jacentes, vos croyances personnelles qui ensuite vont se traduire par un certain nombre de comportements. Les piliers qui structurent l'être doivent être modifiés, transformés. Et donc, on cherche à ancrer un certain nombre de comportements. Dernière question, Thibaut Brière, et celle-ci est importante. Est-ce vraiment à l'entreprise ou réellement à l'entreprise de se préoccuper de l'être, du savoir-être de ses salariés? C'est son rôle? Clairement, de mon point de vue, ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Et pourtant, on en parle beaucoup. Il peut y avoir, alors on en parle énormément, hein, et c'est ce qui doit nous étonner lorsque l'on parle de savoir-être. Dans quelle mesure l'entreprise est-elle légitime à se préoccuper de l'être des salariés? Ça, il faut quand même que ça ne cesse de nous tracasser. Donc ce n'est pas à l'entreprise de s'en préoccuper. En revanche, il est légitime de chercher à développer des qualités. En revanche, l'être doit rester quelque chose de sacré, de quelque chose de personnel, comme la conscience individuelle est sacrée. Donc, pour conclure, parce que vous avez dit que vous seriez plus positif, et vous l'êtes d'ailleurs, c'est bon ou c'est mauvais pour le salarié d'essayer de travailler ou de façonner, de ciseler son savoir-être? C'est bien si et seulement si ça se fait tout en développant l'esprit critique. C'est-à-dire qu'on ne saurait formater des individus
à réagir de telle manière à tel stimulus venant d'un client, venant de l'interne, en lui enseignant des techniques comportementales, etc. Ça, c'est nocif si par ailleurs, on ne cesse de développer davantage la liberté d'esprit, l'esprit critique du salarié. Ça veut dire qu'il faut qu'il marche sur deux jambes. Une jambe où il est corporate, où il travaille pour l'entreprise, avec ses propres vertus, et de l'autre, sa capacité à avoir quoi ? Du recul. Oui, mais c'est la même en fait, c'est la même démarche dans les deux cas, effectivement, marcher sur les deux jambes, c'est la même démarche, simplement ce qu'il fait de manière corporate, il doit le faire librement, et non pas de manière mécanique, automatique, en appliquant aveuglément des techniques comportementales. Merci Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Vous conseillez les entrepreneurs, les décideurs. Et ce livre, Toxic Management, sorti il y a quelques mois chez Robert Laffont, dont on voit la couverture. Merci d'être venu sur notre plateau. On va se tourner vers le cercle RH. On va découvrir nos invités juste après la pause. On va s'intéresser alors au sujet d'actualité. Les saisonniers, restaurateurs, viticulteurs, arboriculteurs préparent évidemment, comme on dit, leur saison, et ils ne trouvent pas de salariés. On va bien sûr revenir sur les causes de cette pénurie, les salaires, les conditions de travail, évidemment, le logement aussi, et puis on va essayer de savoir ce que l'on peut faire, ce que nos invités proposent pour redynamiser ce secteur. On parle déjà d'accords signés avec la Tunisie, par exemple, pour faire venir des travailleurs étrangers. On en parle dans le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On va parler aujourd'hui d'un sujet dans l'actualité, les saisonniers, parce que oui, la saison se prépare. Fin mai, évidemment, les arboriculteurs, on parlera d'agriculture, mais les cafés-restaurants, mais l'animation, mais tous les jobs d'été, évidemment, les chefs d'entreprise cherchent des employés, des saisonniers comme on les appelle. C'est des jobs d'été, ça permet de faire quelques économies pour payer les études, pour faire des achats de rentrée. Et là, il faut le dire, c'est la galère. Il y a pénurie de saisonniers. Que se passe-t-il ? Quelles sont les causes de cette pénurie ? Et qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mes invités, pour redynamiser le secteur? Voilà une question importante et on en parle avec mes invités. Jean-Baptiste Achard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes cofondateur de StaffMe, qui est l'une des principales plateformes de travail étudiant. Et donc, vous donnez la possibilité à des 18-30 ans de pouvoir trouver un job saisonnier, d'été et d'hiver aussi, j'imagine. Toute l'année, on permet à près de 450 000 étudiants de trouver des petits jobs à côté de leurs études. Et puis vous avez une étude qu'on commentera dans quelques instants pour sonder les cœurs des étudiants sur ce qu'ils souhaitent faire, les lieux où ils souhaitent aller, les activités. Ça c'est très très intéressant et ça donne des chiffres. Et puis avec nous Vincent Sitz, merci d'être avec nous Vincent, oui. Président de la commission emploi, formation, QVT, qualité de vie au travail du GNI, HCR, hôtellerie, café, restaurant. Donc vous avez une activité panoramique et syndicale, j'allais dire, sur la profession, avec des prises de position. Par ailleurs, à la tête de 5 établissements, 5 établissements parisiens. Donc vous êtes à la tête d'un petit groupe de restauration. Et puis, par ailleurs, vous faites du conseil aussi. Vous accompagnez des restaurateurs et des hôteliers. Vous apportez votre savoir et votre compétence. D'abord, je vous pose la question à vous, Vincent, avant de parler de l'activité syndicale et des causes. Est-ce que d'abord, vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes vous aussi dans la galère? Malheureusement, je rencontre les mêmes problématiques que mes confrères et que ceux mêmes que je conseille. Tout à fait. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, sur mes établissements, il manque en moyenne 1 à 2 personnes à chaque service. Donc 1 à 2 personnes en cuisine, 1 à 2 personnes en salle. Donc ça veut dire très concrètement, sur le plan économique, sur le plan business, c'est 2 personnes qui manquent en salle et en cuisine. Ça veut dire qu'il y a des tables que vous ne servez pas. Vous fermez une partie du resto. Alors je ferme. Pour l'instant, j'ai la chance de ne pas avoir à fermer mon établissement, mais par contre, je restreins le nombre de couverts. Le nombre de tables. Ouais. Donc le restaurant reste ouvert, mais il y a 5 ou 6 tables que vous ne pourrez pas servir, exactement, qui restent vides. Ça dit quoi de votre côté? Parce que vous êtes une plateforme. J'ai vu dans certains articles qui parlaient de cette pénurie que certains, et notamment des représentants de l'UMI, trouvaient que Pôle emploi fléchait pas bien les salariés vers la restauration. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous les fléchez? Est-ce qu'il y a des offres aujourd'hui en café-restauration, des jobs d'été qui ne sont pas désagréables? Est-ce que vous les invitez à y aller? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup d'offres dans l'hôtellerie-restauration en ce moment. On sent qu'il y a une vraie tension sur ce marché, une pénurie de main-d'œuvre qui amène à rechercher des jeunes. Et du côté des jeunes, c'est ça qui est assez étonnant. Et en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on constate sur la plateforme.
c'est qu'il y a énormément de jeunes qui souhaitent travailler cet été. On a fait un petit sondage. Quel paradoxe, si je peux me permettre. Oui, dont on va parler, qui montre que 91% des étudiants qui sont inscrits sur la plateforme cherchent à travailler cet été, souhaiteraient avoir un job d'été. Dans divers secteurs, mais principalement dans l'hôtellerie-restauration. Et malheureusement, ils ne le trouvent pas. On leur a demandé s'ils avaient souhaité aussi travailler l'année dernière. Ils nous ont dit oui pour 70% d'entre eux. Et pourtant, 30% n'ont pas trouvé l'année dernière un petit job. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On pense qu'il y en a deux principales. C'est parfois un manque d'expérience qui du coup fait peur aux personnes qui souhaiteraient faire appel à ces étudiants. Ça, c'est vrai. Quand on écoute un restaurateur, il vous dit, attendez, le mec, il faut qu'il puisse porter un plateau, qu'il puisse gérer un tout petit peu en cuisine, qu'il connaisse le métier, quoi. Mais je pense qu'il faudrait donner plus leur chance à ces jeunes-là. Parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est que, certes, il y a un petit manque d'expérience, mais voilà, avec un peu de formation, il y a une grande envie chez ces jeunes-là de travailler. Donc, ça peut faire des belles choses. Et il y a aussi la deuxième question, qui est la question de la rémunération, évidemment. Quand on les interroge, on voit que c'est le premier critère qui revient et qui est mis en avant, c'est celui de la rémunération. Jean-Baptiste, il faut préciser que ces jeunes, ceux dont vous parlez, qui veulent trouver un job qu'ils n'ont pas trouvé l'an passé, ils veulent en fait remplir un peu les caisses pour l'hiver, parce qu'ils ont besoin de payer leurs études, leur logement. Il faut quand même préciser, je me tourne vers vous, côté GNI cette fois-ci, il y a plus 16% sur l'ensemble des salaires et plus 5% pour les salaires au-dessus du SMIC, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez quand même fait un effort financier considérable. On parle des salaires, vous mettez les pieds dans le plat. Les salaires, c'est un élément. Mais j'ai le sentiment qu'il y a autre chose qui fait qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas de main-d'œuvre. Est-ce que vous en avez les causes profondes ? La première cause profonde du manque d'attractivité de notre secteur d'activité, c'est le fait d'avoir pendant plus de 30 ans parlé de nos métiers que par leurs contraintes. Il y en a. Mais je connais aucun secteur d'activité, aucun métier qui n'a pas ses propres contraintes. Nous, on les connaît. Voilà, elles sont celles travailler le soir, le week-end, les jours fériés, avec une amplitude horaire assez importante. Toutefois, aujourd'hui, quand vous vous adressez à des jeunes en particulier, vous leur faites part de toutes ces contraintes, ils partent en courant. En revanche, si on était capable aujourd'hui de parler de nos métiers autrement que par leurs contraintes, et plutôt par le côté sympathique de rencontrer des gens, parler de la cuisine, des produits... de la relation client, si je peux me permettre, parce que c'est un métier sympa. C'est ça, un métier de service. Ouais. Concrètement, il y a un sujet là, qui vous touche. L'hôtellerie de luxe, on trouve encore quelques jeunes qui sortent de belles écoles, on voyage, on bouge. Il y a une marque employeur. C'est peut-être plus compliqué pour des restaurants ou des établissements intermédiaires où là, la marque employeur est plus dure à vendre. C'est vrai que depuis quelques années, maintenant, la marque employeur est très importante pour les salariés parce qu'ils se représentent, ça véhicule une image. Ils sont fiers, voilà. Maintenant, pour l'indépendant, c'est pour l'indépendant ou celui qui a un petit établissement ou même quelques établissements comme moi j'ai, l'attractivité va être par le fait d'être flexible avec ses salariés, faire plutôt du travail collaboratif, c'est-à-dire que le vrai souci, honnêtement, je pense que c'est le mode managérial qui est appliqué dans notre secteur d'activité, qui reste encore très patriarcal, très militaire. C'est intéressant de s'entendre le dire. Non, mais moi, je fais le constat. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je souhaite vraiment, c'est que tout le monde puisse en prendre conscience et change. Une petite révolution des managers, ou voire même des patrons qui gèrent en direct. C'est vrai que c'est parfois un peu brutal, enfin, c'est un peu rustique. Oui, comme on dit à l'ancienne. Exactement. Ça, il faut que ça change. Et vous, comment ça se passe ? Là on switch en permanence, mais vous aussi, si vous avez ce discours sur un plateau de télé, ça veut dire que dans votre entreprise, vous donnez quand même des directives, des axes à vos managers, à vos chefs de rang. Bien sûr, mais je ne donne pas des directives qui sont à appliquer sans que ça ait été décidé ensemble, réfléchi, partagé, et en même temps, je laisse la possibilité à chacun de s'exprimer et de proposer quelque chose, ce qui était avant absolument impensable. Jean-Baptiste, au-delà de vos chiffres et de votre étude qui est passionnante sur ces 91% de jeunes qui souhaitent travailler cet été, il y a les chiffres Pôle emploi, il y a un peu plus de 3 millions de projets de recrutement, c'est comme ça que Pôle emploi appelle. Ils ont fait une liste des métiers prioritaires dans les projets, il y en a 57,9% dont ils considèrent que ce sont des parts de projets difficiles, parmi lesquels 29,6% sont des parts de saisonniers. C'est dire la galère dans laquelle vont se trouver. Alors dans la liste, on voit, c'est assez intéressant, il y a les cafés-restaurants, effectivement, mais en tête, c'est arboriculteurs, viticulteurs. Alors ça, je trouve ça très intéressant. J'imagine que dans les offres, vous avez des offres d'arboriculture, parce qu'en un mot, l'arboriculture, c'est aller ramasser des pommes, des poires, se baisser pour des fraises, ramasser du tabac, des cornichons et des framboises. Grosso modo, c'est ça. C'est pas attractif pour les jeunes aujourd'hui qui sont sur Instagram et Snapchat, non ? C'est pas très vendeur ? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je me moque un peu là. Non, mais en fait, il y en a très peu.
Mais pour autant, encore une fois, on avait il y a quelques années, c'était au moment du Covid, juste après le premier confinement, on avait lancé une grande opération, notamment avec la FNSEA, qui s'appelait Des bras pour vos assiettes. Et l'idée était, à l'époque où les frontières étaient bloquées, de permettre à des jeunes, notamment des étudiants, d'aller faire des cueillettes, etc. Et en fait, assez vite, on s'est retrouvé bloqué par les professionnels de l'agriculture, puisque en fait, ils préféraient aller chercher de la main-d'œuvre étrangère que de faire travailler les étudiants qui manquaient d'expérience, qui manquaient peut-être un peu de souplesse, qui n'étaient pas assez peut-être flexibles. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà. Et du coup, c'est assez dommageable parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va assister au même phénomène dans la restauration. Ça se prépare. Et d'ailleurs, l'UMI a annoncé qu'ils allaient créer. J'allais venir. Voilà, ils allaient signer une convention avec Pôle emploi, avec le Pôle emploi tunisien pour faire venir des saisonniers tunisiens pendant la période de l'été. Alors même qu'en France, nous avons les ressources, et notamment avec ces étudiants. Alors peut-être la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a les bons contrats pour les aider ? Et nous, ce dont on est persuadé, c'est qu'aujourd'hui, du côté des étudiants, tout du moins, les contrats qui sont existants ne correspondent pas forcément à ce qu'on demande. C'est du CDD ? Chez nous, c'est de l'auto-entrepreneuriat. Auto-entrepreneuriat. Ça marche bien. On est indépendant. Exactement, ça marche très bien parce qu'en fait, pour l'entreprise, le coût du travail est à peu près similaire. Par contre, pour la personne qui travaille, elle gagne beaucoup mieux sa vie parce que les charges sont réduites. Bien sûr. Donc ça marche bien. Mais c'est pas la panacée. Et donc sur cette population étudiante, il y en a beaucoup qui évidemment ont peur de se mettre en freelance, ou pour qui ça correspond pas forcément à leurs aspirations. Donc en fait, selon moi, ce qu'il faudrait, c'est créer soit un contrat de travail étudiant, soit des exonérations pour le travail saisonnier. Je sais qu'il y a une expérimentation par exemple en Corse. Peut-être que Vincent pourra nous en parler plus sur le CDI saisonnier qui a l'air d'être une bonne idée parce que ça permet justement d'attirer plus de monde, de sécuriser et d'attirer plus de monde dans ce genre de métier. Voilà, je pense qu'en tout cas, il y a un vrai besoin sur la rémunération et donc sur peut-être réfléchir un peu d'ingénierie sociale pour avoir un contrat plus attractif. Je m'arrête un instant parce qu'il y a aussi d'autres chiffres sur la pénurie, le nombre de postes à pourvoir dans votre secteur. Mais moi, j'entends quand même une chose intéressante, c'est qu'au moment où les cafés-restaurants augmentent les salaires, font un effort qui n'est pas insignifiant, vous me dites que le monde agricole et les arboriculteurs, eux, n'ont pas encore vraiment fait leur révolution du management. C'est-à-dire globalement, autant à l'ancienne dans les cuisines, à la dure dans les champs. Et qui ne sont pas prêts pour l'instant à accueillir des étudiants connectés, qui ont parfois quelques revendications, c'est ça le problème qui se pose. Oui, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Non, et peut-être aussi parce qu'il y a souvent ce manque d'expérience qui met en avant, où on va vous dire, voilà, vous êtes étudiant, vous n'avez pas assez d'expérience, mais l'étudiant va vous répliquer, mais du coup, si je n'en ai pas, c'est parce que vous ne m'en donnez pas. C'est toujours un peu le serpent. Pour cueillir des pommes, de vous à moi, je pense qu'au bout de 5-10 minutes, vous avez à peu près compris comment retirer la queue de la pomme. Ça me semble évident. 200 à 300 000 emplois non pourvus dans le secteur. Il y a un autre débat qui est soulevé, et je vous le soumets, puisque c'est vous qui avez mis les pieds dans le plat, Jean-Baptiste, c'est l'UMI. Qui évoque l'idée, plus qu'une idée d'ailleurs, de se tourner vers des salariés saisonniers tunisiens, qui est une tradition d'ailleurs. Il y a des Marocains, des Tunisiens qui régulièrement l'été rejoignent les champs de région centre et d'ailleurs pour aller cueillir des fruits. Là, la convention va être signée de manière à faire venir ces saisonniers. Vous dites on n'a pas le choix. Est-ce que vous êtes dans la même problématique ou vous dites on va réussir à sauver la saison avec les étudiants et les jeunes qu'on va essayer d'attirer ? Alors, c'est deux choses différentes. De faire venir de la main-d'œuvre étrangère sur le territoire, alors qu'on a peut-être déjà des gens à régulariser nous-mêmes sur le territoire, c'est déjà peut-être se préoccuper déjà de ceux qui sont là, qui sont déjà formés, qui travaillent pour certains déjà dans des établissements. En situation irrégulière. Le problème, c'est situation régulière ou pour certains, ils travaillent sous alias. Donc, nous avec sommes une d'accord. personne qui lui a donné de faux papiers. Enfin bon, situation illégale pour le moins. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être déjà s'occuper de ce problème-là, puisque certains établissements y sont confrontés. La deuxième solution de faire venir de la main-d'œuvre étrangère, c'est là pour le coup un vrai sujet politique, on va dire, puisque s'engager sur ça. Je rappelle quand même que le recrutement et l'engagement d'une personne, c'est pas j'ai besoin d'un cuisinier, j'ai un cuisinier tunisien qui fait que le 1 et 1 s'additionnent et que j'ai la bonne personne. Le recrutement, c'est quand même relation de deux personnes, en tout cas le chef d'entreprise et le futur salarié, qui donnent un feeling,
qui fait qu'en fonction des compétences, vous prenez la personne. Et puis, il faut que ça matche, ouais. Voilà, il faut qu'il y ait cuisinier. Vous avez cuisinier dans un grand hôtel et vous avez cuisinier dans une brasserie. Les compétences et les demandes ne sont pas les mêmes. Donc dire que de ramener un cuisinier, on va résoudre un autre problème, je ne pense pas que ce soit forcément la solution. Ça peut en faire partie, je pense qu'il faut l'étudier. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas... Enfin, l'UMI, donc, qui font partie de ceux qui négocient avec le gouvernement, disent nous, on n'a pas le choix, on va devoir y aller. Enfin, vous les soutenez pas, vous dites c'est peut-être une piste parce qu'à un moment donné... Non, il faut pas l'écarter complètement. Je pense qu'effectivement, si c'est un test, je pense qu'il... Ça mérite de laisser. Ça mérite aussi de révéler le paradoxe que vous soulevez, c'est-à-dire à la fois de ne pas faire travailler ceux qui sont sur notre territoire, mais faire venir des gens de l'extérieur avec... c'est une situation kafkaïenne, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'on fait de nos réfugiés qui sont chez nous? C'est ça, et qui, eux, n'ont pas accès au travail parce qu'ils ne sont pas encore régularisés ou ils sont en attente de régularisation. Si d'aventure, ils le sont. Les étudiants aimeraient en priorité décrocher un job dans la réception, à 14%, la préparation de commandes, donc là on est sur des sites de type Amazon, logisticien, c'est un peu ça l'idée, l'aide administrative, donc là on est, je mets des guillemets, mais un peu planqué derrière un ordinateur dans un bureau, pépère, tranquille, vous souriez mais c'est un peu ça la réalité, et puis l'animation, évidemment, avec le diplôme du BAFA, et 9% la vente. Et c'est vrai que là, dans la playlist, on ne retrouve pas café, restaurant... vous n'êtes pas dans la liste. Qu'est-ce que vous leur dites à ces étudiants? Vas-y, essaie, tente. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a sur cette étude les postes de service, de aide, enfin commis de cuisine, de bar, etc. ont été séparés, ce qui fait que ça fait des pourcentages très faibles. Je crois que quand on réunissait l'ensemble des métiers de la restauration, on tombait vers 9-10%. C'est sûr, mais c'est sûr que c'est pas les postes qui sont les plus privilégiés par les étudiants. C'est quoi la réception? Qu'est-ce qu'ils cherchent les étudiants? La réception, c'est l'accueil? C'est quoi? C'est l'accueil, donc c'est beaucoup plus... c'est peut-être moins fatigant. Mais écoutez, en parlant avec des anciens, puisque vous parliez à l'ancienne, des anciens qui disaient, mais moi, à mon époque, dans les 70-80, on n'avait aucun souci de main-d'œuvre, jusqu'en les années 2000 d'ailleurs. Les gens étaient motivés, ils venaient travailler, il y avait une passion du métier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un changement de mentalité, des salariés à la fois plus exigeants, moins motivés, avec la réalité de quelqu'un qui vous dit moi si je bosse le week-end, je ne viens pas vous retrouver. Et vous lui dites mais attendez, vous êtes dans un restaurant. Enfin, on en discutait tout à l'heure avant le plateau. Moi, 51 ans, quand j'ai commencé, j'étais dans un mode carrière. Donc je savais que vous avez fait de beaux établissements. Pendant 10 ou 15 ans, les contraintes, je les avais en tête. Tête dans le guidon. Aujourd'hui, cette génération, il y a quelques temps, je leur ai dit qu'ils ne veulent pas travailler. Aujourd'hui, on l'entend. C'est pas vrai pour tous, et une grande majorité, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas le faire de concession entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ouais. Et donc ils vous disent, moi je veux bien travailler, même beaucoup, mais en tout cas, je veux aussi avoir une vie privée. Donc aujourd'hui, si on ne fait pas notre évolution en s'adaptant à ça, on ne recrutera personne. D'ailleurs, c'est un paradoxe parce qu'un des plus gros employeurs aujourd'hui, c'est McDo. Ce qui doit faire fulminer les restaurateurs, parce que McDo, c'est aussi de la restauration, il s'appelle restauration rapide, et c'est un très gros employeur. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à quoi? À faire eux aussi une forme de gestion, de planning, d'organisation des étudiants. Vous êtes d'accord? McDo est un pourvoyeur d'étudiants. Mais parce que chez McDo, je ne veux pas défendre McDo. Non, mais dans leur organisation RH. Dans leur organisation RH et même dans la façon dont ils communiquent vis-à-vis de ces mêmes étudiants, ils sont très forts. Quand vous regardez la publicité de McDo, c'est chez McDo, j'apprends tous les jours. Et c'est vrai. En fait, j'apprends la gestion du stress, j'apprends à travailler en équipe, j'apprends... Mais chez Vincent Site, c'est pareil, on apprend, c'est la même chose. On apprend exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut encourager à ce que ces jeunes aillent sur le marché du travail et ils y aillent de façon ponctuelle, pendant leurs vacances, pendant l'année scolaire, un jour par semaine. Voilà, c'est ça qu'il faut. Quand on regarde les études, on se rend compte qu'en France, les étudiants travaillent très peu. En parallèle de leurs études, on est le 25e pays sur 27. Ouais. Donc, quand on regarde, l'Allemagne, par exemple, est à 77%, on est à 40%. États-Unis. Le Danemark, évidemment, est largement devant. Et ça résout deux problématiques qui sont prégnantes dans le monde étudiant. C'est évidemment, le sujet de la précarité. Parce qu'en fait, vous dégagez des revenus. Et donc, ça vous permet de vous autonomiser par rapport à vos parents, par exemple. Et le deuxième sujet qui est prégnant aussi, c'est celui de l'employabilité. Bien sûr. Parce qu'évidemment, quand vous avez fréquenté le monde professionnel, ça fait des lignes sur le CV, ou la caisse du McDonald's. On a appris plein de choses. Vous allez apprendre énormément de choses, et même si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas faire à la fin de vos études, eh ben, vous avez fréquenté le monde de l'entreprise,
rencontrer des professionnels et vous êtes beaucoup plus employable. Non, je parlais de McDo parce que je me permets de le redire, et c'est là où votre révolution doit encore peut-être aller plus loin dans la marque employeur, dans la stratégie de communication. Chez McDo, il y a des McDo qui ferment à minuit, et de la même manière que dans un restaurant ferme à minuit. Oui. On ne voit pas ces jeunes sortir en pleurant. Et c'est là où, Mais est-ce qu'il a c'est là où parlé on tombe des fou. contraintes qui sont les mêmes que dans notre secteur d'activité, la restauration rapide, collective ou autre, ils ont les mêmes contraintes en partie pour nous. Mais ils parlent autrement de leur métier que tu vas travailler en morcelé sur la semaine et tu vas pas avoir 2 jours de repos. McDo, on est morcelé aussi. Un coup le matin, un coup le soir. Et donc forcément, ils parlent autrement de leur métier. Tu vas avoir un vrai job, tu vas être formé, tu vas avoir la gestion du stress. Donc ça intéresse. Il y a un sujet que je voudrais qu'on évoque avec vous, qui est peut-être un petit peu loin de StaffMe, mais qui est très proche de vous, c'est la question du logement. Alors vous, vos établissements, je précise qu'ils sont sur Paris, sont de beaux établissements avec des chefs, mais enfin il y a l'établissement rural où on dit au type, écoute, oui, il n'y a pas de souci, je pense même au Puy du Fou, qui est une zone extrêmement touristique, qui draine des millions de visiteurs, sauf que c'est perdu au milieu de la Pampa, et pour les saisonniers, c'est compliqué, donc il faut inventer des logements. Ça aussi, c'est une réflexion que vous menez, c'est vital. C'est devenu vital, de toute façon, aujourd'hui. Le problème de recrutement reste celui qui est aujourd'hui actuel, donc, quelle que soit la région, que ce soit Paris ou en Rhône-Alpes ou à Bassin-Aquitaine, mais le problème du logement s'accentue sur le fait de recruter en région. Il y a le saisonnier qui habite la région et qui va travailler d'une période donnée. Donc là, c'est un saisonnier. Puis vous avez le saisonnier qui, lui, il peut venir travailler à condition qu'il puisse, 1, être mobile et 2, être logé. Sinon, il ne peut pas venir. Vous avez fait un travail d'étude sur leurs désirs, leurs besoins. Elle ressemble à quoi, cette jeunesse-là qui cherche du travail? Je vais être un peu dur, sans en chercher vraiment, enfin, qui cherche un travail, mais parmi les critères de réception, de travail administratif, c'est-à-dire à la fois envie de travailler sans avoir trop de responsabilités, c'est un peu ça finalement le portrait robot. Je suis un peu dur avec cette jeunesse. Je pense que vous êtes un peu dur. Je pense que vous êtes un peu dur. Je pense que c'est une génération. Je vieillis, que voulez-vous, qui a envie de travailler. Ça, je pense que c'est vraiment important. Qui a envie de travailler. Et qui ne trouve pas. Vous avez démarré l'émission. Et qui, je pense, en plus, est à la recherche d'abord d'une rémunération. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est que quand vous regardez par exemple TikTok, vous voyez que c'est l'argent. C'est l'argent qui compte, c'est gagner des sous. Ça, c'est vraiment la première chose. Ouais. Et donc ça, quel qu'il soit, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur milieu social, il y a vraiment cette recherche d'argent. Et je pense qu'il est plus que jamais je n'étais pas là il y a 35 ans, mais je pense que c'est encore plus prégnant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que crise économique, parce qu'on vit d'être indépendant. Parce que aussi, c'est cette époque des réseaux sociaux, de l'influence, du côté du paraître. On est aussi dans une société on est d'accord. Donc il faut des marques. Donc il faut montrer que on est au niveau et donc il faut claquer et ça se paye. Donc cette génération, elle a envie de travailler, elle a envie de gagner de l'argent. Et je pense aussi qu'elle a envie de faire ses expériences. Ça, c'est très important. On n'était pas dans la génération de mes parents, de nos parents, qui, pour mes grands-parents, ils avaient une entreprise dans laquelle ils rentraient à 20 ans, et ils en ressortaient à 65. 40 ans terminés, c'est ça. Et mon père, il a travaillé dans 3 entreprises différentes. Dans notre génération, je pense que en fait, ce qu'on va chercher, c'est la multi-expérience. Et c'est vrai que... On est des zappeurs, ces jeunes sont des... complètement. Ils veulent multiplier les expériences, mais ils sont à un moment aussi de leur vie où c'est tout à fait bénéfique parce que le fait de voir leur secteur d'activité, de rencontrer divers professionnels, ça leur permet aussi de mieux s'orienter. C'est indispensable. Vincent Sitz, les regroupements, les professionnels de la profession, comme dit Godard, tous ceux qui travaillent sur votre sujet, vers quoi ils se projettent là? Il y a une saison à préparer, il y a des touristes qui reviennent dans Paris puisque ça vous concerne très directement, il faut les servir, il faut les accueillir. On a compris que vous étiez à court de personnel, ou en tout cas en désir de personnel. Est-ce que parfois, quand vous accueillez des collaborateurs, de ceux qui sont des candidats, vous dites youpi, vous dites ça colle pas? On voit bien qu'il y a parfois on se croise entre le candidat et le recruteur, les soft skills, la manière d'être, le comportement, le niveau de langage. Est-ce que ça, c'est un frein pour vous aussi? La qualité de ce que peut apporter le collaborateur, même s'il est motivé? Oui, parce que le principal chez nous, c'est quand même le savoir accueillir, le savoir être. Évidemment. Sauf qu'ils ont effectivement quelqu'un qui n'a pas ça tout de suite. Aujourd'hui, beaucoup de mes confrères font fi de ce problème et prennent la personne parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, s'ils veulent ouvrir leurs établissements et faire le chiffre qui doit être fait, ils sont obligés de les prendre. Quitte à faire baisser la qualité. Malheureusement, aujourd'hui, on en est presque là, oui.
Donc c'est soit vous laissez des tables vides. Je rappelle quand même qu'on a quand même des événements à venir entre 2023 et les Jeux Olympiques en 2024. Coupe du monde de rugby, JO. On est tous très très inquiets sur la problématique du recrutement et de l'attractivité de nos métiers. Au moment où on se parle, là, ici, dans l'émission, peut-être vous viendrez nous voir en septembre avec un autre discours, vous n'avez pas trouvé la solution, l'équation. Vous n'avez pas trouvé la bonne équation. Plusieurs, hein, que ce soit bien. On parlait de la rémunération, bien évidemment. On souhaite vivement que les heures supplémentaires soient défiscalisées. On travaille effectivement sur la participation et l'intéressement dans l'entreprise. Voilà, on essaie de trouver toutes des petites parts qui font que ça attire les gens. Et puis, encore une fois, hein, je le répète, je le martèle systématiquement, arrêtons de parler de nos métiers que par leurs contraintes. Voilà. C'est primordial. Ça veut dire, excusez-moi de refaire le parallèle avec McDo, qui a des campagnes de publicité incroyables, qui a une image de marque incroyable. C'est aussi peut-être un travail à faire de votre côté pour lancer, comme faisaient les artisans, rappelez-vous. Et comme le fait la Marine nationale. Ou la Marine nationale, qui font des campagnes, objectivement, quand on voit cette campagne, on a un peu envie de devenir marin ou de devenir artisan. Il y a eu des campagnes très réussies des chambres de métiers. Est-ce que vous êtes sur une réflexion de ce type-là aussi ? Bien sûr. Moi, je fais partie de la CPNE, qui est donc la branche hôtellerie-restauration. Oui. Bien évidemment, on travaille sur ça avec notre OPCO qui est là pour nous aider dans le financement des formations. Les formations. Voilà. Et donc là, on a vraiment travaillé sur des formations courtes, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est d'aller vite. Exact. Donc il ne faut pas attendre 5 ans pour former un salarié. Il faut lui donner les bases pour que justement l'entreprise il ait l'essentiel et qu'il puisse continuer. Non, je pensais que vous alliez me dire que vous prépariez une campagne de communication pour essayer de commencer d'attirer le plus grand nombre. On en fait plusieurs déjà. Avec notre OPCO auprès des jeunes essentiellement, on a déjà plusieurs campagnes. Sur les réseaux sociaux. Sur l'apprentissage, et bien sûr. On est sur TikTok, on est sur Facebook, enfin voilà. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage pour la saison, parce que je leur dis, c'est pas une saison comme les autres, c'est le retour des touristes, c'est évidemment la ville de Paris qui va revivre. Vincent cite 5 établissements dans Paris, et puis président de la commission emploi-formation, QVT, au sein du GNI HCR, hôtellerie, café, restaurant, avec chez vous quand même cette idée de revaloriser ce métier, d'en dire du bien, d'en parler positivement, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie Jean-Baptiste Achard à la tête de StaffMe et de cette étude qu'on peut découvrir sur votre site, plateforme, pour les étudiants, pour trouver un job. C'est quoi, c'est 18-30 ans, c'est ça ? Exactement. Combien de postes à pourvoir sur votre plateforme là ? Alors, c'est des offres qui sont tous les jours postées sur la plateforme, et aujourd'hui on tourne à peu près à 400-500 offres par jour postées sur la plateforme. Jean-Baptiste Achard, c'est du produit frais que vous faites. Hein. On est d'accord, c'est du frais. Du last minute. Exactement, comme Vincent Vitz, hein, c'est du produit frais, c'est pas du congelé. Bon courage pour cette saison, bon courage évidemment à vous Jean-Baptiste Achard pour accompagner ces étudiants dans ces jobs, pour gagner évidemment de l'argent pendant l'été. Merci à vous deux messieurs. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, un secteur qui recrute, puisqu'on a évoqué, sans l'évoquer, le Covid qui était passé par là. L'industrie pharmaceutique recrute et on accueille Christophe Durand à la tête de Cenexi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'industrie pharmaceutique. Elle se porte bien, cette industrie pharmaceutique, Covid oblige, et on en parle avec Christophe Durand. Bonjour Christophe, ravi de vous accueillir, président de Cenexi, qui est une entreprise implantée en France depuis 2004, 1500 collaborateurs, et vous en êtes le président de Cenexi depuis juillet 2020. Vous êtes arrivé en plein Covid. En plein Covid, oui. Plein Covid, vous prenez... Plein de choses à faire, hein, plein de choses à faire... Il y avait plein de choses avant, plein de choses à faire quand on est arrivé et plein de choses encore à faire actuellement. Quoi. Alors, une carrière, en tout cas pour vous, intégralement consacrée aux pharmaceutiques, hein, Cenexi depuis 2020. Qu'est-ce que fait Cenexi exactement ? Sous-traitant de l'industrie pharmaceutique, fabriquer de médicaments en fait. Hein. Tout à fait. Donc Cenexi, c'est un groupe d'à peu près 1500 personnes. On fait sur 2022 un chiffre d'affaires d'à peu près 203 millions d'euros. Donc on a 4 usines, 3 en France, 2 en région parisienne, à Fontenay-sous-Bois et à Osny, une en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair, et une dernière près de Bruxelles, en Belgique. Donc, qu'est-ce qu'un sous-traitant pharmaceutique, hein ? Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne des rencontres clients telles que des big pharma pour faire le transfert industriel, le développement et la fabrication de médicaments. C'est ce qu'on voit à l'image avec ces chaînes de fabrication médicaments. Voilà, exactement. Alors après, ce qui me semble intéressant dans Cenexi, c'est qu'on est un groupe qui a un positionnement très particulier, puisque 70% de notre activité est dans le stérile et l'injectable.
Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi des activités autres, telles que les formes sèches, mais on a vraiment un positionnement très clair. Juste pour vous donner une ordre d'idée, on a à peu près 90% des molécules en phase 3. Phase 3, c'est les phases cliniques, avant la phase commerciale, sont des molécules stériles injectables. 65% des molécules aussi en phase 3 sont des molécules biologiques. Donc nous, aujourd'hui, Cenexi, nous faisons 70% de notre chiffre d'affaires en stérile. Dans les 5 ans qui viennent, nous prévoyons de monter à 80%. Et nous avons commencé depuis à peu près 6 mois à aussi faire des produits biologiques qui sont sur des produits innovants, sur des thérapies innovantes. Sur le site de Belgique, par exemple, nous avons 13 molécules qui sont pour des traitements de cancer, donc très spécialisés dans l'oncologie. Alors, Christophe Durand, quelques mots et même plusieurs sur le recrutement. Est-ce que vous faites partie, puisqu'on vient d'avoir un débat sur des secteurs d'activité en pénurie, comment faites-vous pour recruter des talents? Parce que autant le café-restaurant, il faut avoir des compétences limitées, autant quand on est recruté dans un laboratoire pharmaceutique, même sous-traitant des big pharma, il faut avoir quelques compétences. Est-ce que vous êtes en difficulté, vous aussi, pour recruter des talents? Alors, je dirais que ce n'est pas facile. Si on regarde un petit peu les chiffres chez Cenexi, on recrute à peu près 125 personnes par an. On a à peu près 50 alternants en plus. Et sur la Belgique, on recrute à peu près 50 personnes. Aujourd'hui, si je regarde depuis le début de l'année, on a fait à peu près 50% de recrutement. Donc, on a des recrutements qui sont assez variés, puisqu'on va aller de l'agent de production, donc sur ligne, qui est sur ces lignes qui va sur la ligne, qui va aussi. Après, on va aller sur l'agent de conduite d'équipement, donc qui est un peu plus qualifié. On va passer par des techniciens de laboratoire, contrôle qualité, produits finis, produits matières premières. Sur aussi du développement analytique, on va passer aussi par des pharmaciens. On va passer par des responsables galenistes. Oui, il y a eu du R&D aussi. Donc en fait, tout à fait, on a la partie développement. Donc on a toute une palette et on va aussi aller sur des fonctions support, telles que gestion de clients de grands comptes et d'autres acheteurs industriels. Et aussi, on aura des gens qui sont sur des techniciens de maintenance. Donc pour répondre à votre question, on fait face à la concurrence. On n'est pas les seuls. Vous avez pu voir des grands big pharma comme Sanofi investissent. Donc, peuvent être plus attractifs que nous par rapport à l'image. La marque employeur. La marque employeur. Maintenant, votre marque est moins connue que celle de Sanofi, mais après, c'est vrai. on propose autre chose. Il n'y a pas que quand quelqu'un rejoint une entreprise, il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que le nom de la société, il y a aussi une convivialité, avoir une dynamique d'entreprise. Nous avons une culture d'entreprise où nous avons des vraies valeurs, transparence, honnêteté, loyauté, dans laquelle nous avons aussi une gestion, une culture d'entreprise qui se rapproche plus d'une start-up, agilité, flexibilité. Donc quand un jeune ou un moins jeune vient chez nous, qu'est-ce qu'il fait? Il a une vision plus 360, plutôt que d'être sur des métiers qui sont compartimentés, silotés, il peut avoir une vue sur l'ensemble du projet. Et donc, j'imagine, parce qu'on a bien vu qu'il y avait plusieurs sites, vous les avez évoqués, et donc aussi bouger, il peut y avoir aussi de la mobilité, de l'évolution. Il y a la mutation interne, il y a des opportunités entre les sites français et quelles que soient les fonctions d'ailleurs, cadre ou non cadre. Ça, c'est intéressant. Un mot sur les délocalisations, parce qu'on se souvient des mots du président de la République, président 1, puisqu'il vient d'être élu, où il avait évoqué, et très clairement sur un site de production, l'idée de relocaliser nos industries. On s'était aperçu évidemment que beaucoup de nos industries pharmaceutiques avaient été délocalisées. Est-ce que finalement vous êtes vous aussi indirectement victime de ces délocalisations, parce que vous avez du mal aujourd'hui à recruter? Alors, qu'est-ce que je dirais, moi? Je dirais l'industrie de sous-traitance pharmaceutique est une industrie qui est en croissance. Donc, par exemple, si vous comparez à la sous-traitance automobile, c'est une industrie qui est récente. L'automobile, ça fait très nombreuses années. Oui. Là, on est sur une industrie qui est récente. Si vous prenez l'augmentation annuelle de chiffre d'affaires, c'est à peu près de 6 à 8% par an. Quand vous prenez cette sous-traitance pharmaceutique, à l'intérieur de ça, la partie stérile injectable, c'est une croissance de 8 à 12%. Donc là, vous êtes sur un secteur extrêmement dynamique. Donc nous, on est sur un cycle très prometteur. Premier point. Deuxième point, comme on a pu le voir dans le cadre du Covid, l'industrie de sous-traitance pharmaceutique est une industrie stratégique. A été reconnue telle qu'elle. Et souveraine. Et je reviens aux délocalisations. C'est important. C'est important ce que vous dites. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernements souhaitent pouvoir justement fournir les marchés domestiques. N'oubliez pas que notre client, ce n'est pas vraiment un client. C'est là où je pense qu'il y a une notion importante dans l'attractivité de ce type d'activité. Il y a un patient au bout de la chaîne. On travaille pour des patients, pour délivrer un médicament qui peut sauver des vies. Et ça, je pense que c'est important. Juste pour vous donner un exemple, on a signé un contrat avec une start-up américaine qui s'appelle Humanigen, qui fait un des 10 médicaments les plus prometteurs, qui a été reconnu par l'Agence européenne du médicament, un des 10 médicaments les plus prometteurs pour le traitement du Covid. C'est pour l'embolie pulmonaire. C'est-à-dire que quand un patient a la Covid-19,
pour éviter qu'il aille en soins intensifs, On lui met ce traitement-là. on lui injecte. On lui injecte, c'est D'accord. un anticorps monoclonal qui évite d'aller en soins intensifs. Donc c'est des économies pour les gouvernements. Nous faisons partie... Tu en évites de mourir aussi. Exactement. Ouais. Nous faisions partie en janvier 2021 de l'invitation à l'Élysée avec M. Macron. Donc Cenexi faisait partie pour justement voir comment réindustrialiser, reprendre des activités vaccins sur les sites industriels français. Donc nous sommes totalement dans ces dynamiques-là où nous sommes pour recréer l'industrie française d'aujourd'hui Essentiel. pour pouvoir avoir cette souveraineté. Pardonnez-moi, le laboratoire dont vous parliez, qui est un médicament avant l'hospitalisation et voire même le danger de mort, on en est où là sur sa commercialisation? Alors c'est un produit qui a eu ce qu'on appelle en anglais une fast track approval, donc c'est-à-dire que ce produit-là ils ont fait une demande d'autorisation auprès de l'agence anglaise pour le marché anglais, et ils ont fait la même chose en France pour le marché européen. Et là, donc, il est étudié. Un fast track, c'est ce qu'on appelle une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, qui fait que ce produit est en phase 3, la dernière phase clinique, et on n'attend pas les résultats pour avoir tout de suite la capacité à pouvoir l'utiliser. Donc ce dossier a été déposé en février, et on espère pour septembre avoir cette autorisation. Et nous avons signé un contrat de 5 ans en exclusivité avec cette start-up américaine pour faire ce produit-là, avec des commandes qu'on espère des gouvernements, des différents gouvernements pour y faire face. Avant de nous quitter, il nous reste peu de temps, mais Christophe Durand, ça veut dire que si en septembre, il y a une autorisation officielle des autorités pour la mise sur le marché de ce médicament, vous réembauchez parce que vous allez avoir un appel d'air. Alors, je vais même plus loin que ça. On a déjà, nous, anticipé ça, puisqu'on a fait sur le site d'Hérouville, on a embauché... Près de Caen, c'est ça. C'est près de Caen, exactement. Hérouville-Saint-Clair, on a embauché à peu près une quinzaine de personnes et on a un plan d'embaucher 20 autres personnes sur ce projet-là et d'autres projets innovants, puisqu'on a aussi signé un contrat avec une autre société, toujours sur un produit biologique pour une maladie orpheline, de façon à pouvoir répondre à l'attente des patients sur le marché européen. Donc Cenexi, vous étiez en tout cas venu aussi nous parler de cette idée que c'est vrai que ce n'est pas les grandes marques, ce n'est pas les grandes vitrines, mais qu'on y est bien parce que vous insistiez sur le fait qu'il y avait un esprit start-up, agile, parce que les sites font 400 personnes, 500 personnes. Oui, voilà, exactement. On a exactement. Donc c'est pas humaine, 300 personnes, on en a un autre de 100 à Osny et un autre qui monte jusqu'à 700 à Fontenay-sous-Bois. Donc c'est, comme vous dites, c'est une culture un peu entrepreneuriale où on a envie de... Et de conquête. De conquête, et puis je dirais de créer de la valeur. Créer de la valeur avec au bout de la chaîne un patient, donc sauver des vies. Il y a un rôle sociétal avec une dynamique d'entreprise où c'est bon d'être. Merci Christophe Durand de nous avoir rendu visite pour parler de l'industrie pharmaceutique, de sa sous-traitance, et pas ceux qui font les flacons, mais ceux qui font les médicaments. Parce que parfois à l'intérieur des flacons. À l'intérieur des flacons, mais on parle trop. Des flacons, des seringues ou autres. Voilà, mais vous faites le médicament. Merci, vous êtes le président de Cenexi depuis juillet 2020 et vous êtes venu nous parler de votre entreprise à laquelle vous êtes évidemment très attaché et qui recrute, vous l'aurez compris. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Ulysse pour la réalisation, merci à Mickaël pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily. Et merci à vous pour vos messages, votre réactivité. Je serai là, on se retrouve mardi. Vous retrouverez demain Eva Ben Saadi pour de nouvelles aventures. Je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Bye bye. D'ici là, portez-vous bien.